Longtemps, Claude Arnault a eu le mal des ruines. Celle de son village de Santa Lucia di Mercurio, domaine réservé de la famille, territoire d'agapes foisonnantes, très vite gâché par des tragédies édifiantes. Mais aujourd'hui, c'est un homme réconcilié avec son île qui vient nous raconter son parcours cabossé et miraculeux, avec ou sans filtre. C'est par là que ça se passe, Claude. Bienvenue dans votre vie. Bienvenue, merci à vous. Merci Vie qu'on va retracer à travers les photos marquantes. Et le principe de l'émission, c'est qu'on commence aux origines dans cette émission. Et on va commencer là, si vous le voulez bien, Claude. Bien sûr. Parce que comme votre nom ne l'indique pas, vous êtes de la famille Zuccarelli. C'est vrai, c'est vrai. Je suis déguisé en continental, donc je suis tranquille pour un certain nombre de sujets. Et lui, on est parti avec votre arrière-grand-père, là. Alors, c'est mon arrière-grand-père, Kaku Zuccarelli, Don Pasquale pour ses patients, qui l'a autopsie le bandit Castelli, qui était un grand bandit de la Castagniccia, et nous sommes du Bozio, qui est donc la pointe extrême sud-ouest de la Castagniccia. Donc, il est venu un peu en voisin autopsier le bandit Castelli, que vous voyez évidemment en mauvais état, mort d'abord, et puis dans le maquis, comme ça. On est en 1929, là, hein? Oui. 1929. Oui. Et dans la famille Zuccarelli, il y a des médecins et il y a des politiques. Hein, on va pour schématiser un petit peu. Médecin, politique, un peu avocat. Jean Zuccarelli était avocat au départ, mais enfin, disons que ça tourne autour de ça. Mais la politique quand même, parce que son frère, lui, il va être conseiller général et maire de Sainte-Lucie-de-Mercurio pendant 50 ans. 50 ans, oui. Bon, c'est un village où on était quand même les électeurs les plus nombreux, donc ceci peut expliquer cela. Et puis un jour, la politique, on va la faire aussi ailleurs qu'au village. Et justement, on a mis lui, qui c'est? Alors, ça, on est au mariage de la fille d'Émile Sarri, qui était le maire de Bastia pendant de nombreuses années, au début du XXe siècle, et qui donc épouse Jean Zuccarelli, qui va devenir député-maire de Bastia. Donc, d'une certaine façon, c'est un moment très symbolique. Et donc, il y a une transmission, il y a un bouquet, comme on dit, dans les mariages. Et sa sœur, à Jean? Alors, sa sœur à Jean, c'est ma grand-mère. Catherine, dite Lilina ou tante Lily. Ma grand-mère, qui est une femme extrêmement attachante, très forte personnalité, très corse, alors qu'elle vit en fait sur le continent. Déjà, elle est partie assez jeune. Elle a épousé un jeune homme du village de Sermane, qui est tout voisin de Sainte-Lucie-de-Mercurio. Et ils sont venus vivre sur le continent à 7 à partir de l'après-guerre. Personnalité, votre grand-mère. Vous serez très attaché à votre grand-mère. Et personnalité dans le sens où elle écrit. Catherine Turchini Zuccarelli, Sandrine, ou la jeune Corse sans sépulture. C'est votre grand-mère qui écrivait au pape aussi, qui n'arrêtait pas d'écrire. Elle passait son temps très pieuse. Très pieuse, mi-artiste, je dirais, mi-dévote, mi-artiste, mi-grand-mère, et quand même une personnalité très très forte. Et les femmes dans cette famille étaient très très fortes. Je dirais elle, sa belle-sœur Camille, évidemment Jacqueline, c'était des femmes qui tenaient en fait ce système politique. Il était aussi extrêmement... Il y avait une sorte de backup, je dirais en anglais, de soutien des femmes qui travaillaient à aider les gens, trouver des emplois quand il y avait un problème, placer les gens à la clinique. Il y avait tout ce système d'entraide qu'on a pu après reprocher à toute cette politique-là, mais qui était quand même, qui avait son humanité. Et cette humanité, elle était incarnée par ces femmes qui étaient très très fortes. Et justement, on va parler d'une femme, venez, on va passer par là, de leur fille. C'est elle. Alors, c'est ma mère, Marie-Paul Benedetta, qui est née en Corse, qui a fait ses études à Montpellier, qui a vécu à Sète avec ses parents, et qui elle-même avait une grande facilité d'écriture aussi. Il y a quelque chose qui s'est transmis, je pense, par les femmes, même si, à la souche, peut-être, il y a donc le docteur Pascal Zuccarelli et ses écrits sur les eaux d'Orez, les eaux thermales de l'île. Mais il y a une habitude d'écriture. J'ai toujours vu ma grand-mère écrire sur son canapé des lettres en corse, en français, bombardant la terre entière de demandes, les archives de Florence, de Pise, de Naples, sur les origines familiales. Et ma mère, je l'ai toujours vue écrire aussi extrêmement abondamment à ses cousines en Corse. Et il y a une espèce de transmission presque d'encre. Le sang est devenu un peu de l'encre, en partie. C'est une belle image, ça.
voulait faire du cinéma aussi, votre maman. Elle voulait faire du théâtre. Elle voulait faire du théâtre, oui. Elle voulait faire du théâtre. Et je pense que là, elle avait quelque chose. Elle avait commencé à faire un peu du théâtre amateur à Montpellier. Et puis, bon, elle a épousé mon père et assez vite, elle s'est consacrée à sa famille. Et puis, elle a eu 4 garçons. Donc n'anticipons pas. Okay. D'abord, elle rencontre Hubert. Hubert, c'est mon père. Hubert Arnaud, coup de foudre. Coup de foudre. Lui est un officier de marine beau et avec beaucoup de succès féminin, mais il veut se ranger, il veut faire des enfants. Et il rencontre ma mère, et en fait, il tombe vraiment amoureux, et ça a été ma mère, la grande affaire de sa vie. Nous avons existé, je ne me plains pas du tout, mais c'était quand même un vrai coup de foudre. Oui. Eh bien justement, vous ne croyez pas si bien dire, parce qu'ils quittent Nice, bien sûr, et ils vont faire leur vie, vos parents, à Paris. Et allons à Paris, Claude. À Paris, votre papa, il obtient ce qu'il voulait. Une grande famille. Des enfants, oui. Des enfants. Et très vite, en fait, vous l'avez dit, il va y avoir presque 2 familles en une dans cette famille. D'un côté, les parents, avec un amour exclusif, et les enfants, non? Je me trompe ou pas? Là, c'est sûr que le fait qu'il y ait cet amour très très fort entre nos parents et qu'on ait 3 puis bientôt 4 garçons, et se constitue une sorte de fratrie très forte qui est presque autarcique, autonome, qui est fondée sur la lecture, les livres. Et on se développe comme ça, on se construit entre nous et c'est fort, c'est une atmosphère très forte, une fratrie très forte. Oui. Vous êtes tout petit là, on va faire quand même quelques pas vers ici. Parce qu'on va revenir avec votre maman, vous et votre maman. Très important parce que votre maman, en fait, vous n'allez pas la connaître longtemps, Claude. Non, je la connais pas. Quand vous aurez 18 ans, elle va décéder. Elle meurt d'une leucémie. J'ai toujours eu l'impression, qui est assez cruelle, de ne l'avoir jamais connue individuellement. Je l'ai connue en tant que mère, c'est-à-dire avec tous les attributs maternels, d'attention, de bienveillance. J'ai partagé énormément de temps avec elle à faire la cuisine. J'étais le seul des garçons à l'aider, à accepter de l'aider. Donc j'avais une familiarité très tactile, très enfantine, à préparer la nourriture, à nettoyer l'appartement, à repasser, je sais coudre. Donc j'ai eu une période de fusion avec ma mère, mais fusionner, c'est pas connaître. Et quand cette fusion s'arrête, cesse, c'est l'adolescence. Et là, je suis un adolescent avec tout ce que ça a d'ingrat, de rebelle et de désagréable, en fait, pour être franc. Et ma mère tombe malade. Donc, en fait, c'est épuisant, la leucémie. Et moi, je suis impliqué dans ma vie d'adolescent. Et on se croise, mais on n'a pas le temps de se connaître vraiment. Donc, quand elle meurt, je ne la connais pas. Et c'est encore aujourd'hui quelque chose d'assez douloureux. Et on va voir ce que ça va devenir après. D'accord? Ok, je vous suis. Allez, venez avec moi. Installez-vous, Claude. Merci, Luc. Et donc vous, Claude, quand vous avez 18 ans, vous faites ça. Alors, je ressemble à ça, effectivement. Beaucoup de cheveux, beaucoup de dents, beaucoup de cheveux autour de moi. Et de l'idéologie autour de vous, surtout, là. De l'idéologie, vous êtes avec des camarades de lutte, là. Oui, alors c'est des camarades de lycée qui sont eux aussi assez engagés politiquement, mais je le suis plus qu'eux. Je suis militant. J'ai fait un groupe trotskiste d'abord, à l'âge de 15 ans, et je m'en vais au bout d'1 an, et assez vite j'intègre un groupuscule maoïste, celui-là, mais avec un petit glamour, parce qu'il y a beaucoup d'intellectuels dans ce groupuscule qui sont assez proches de nous. C'est Michel Foucault, c'est Jean-Paul Sartre. Et puis, à la mort de votre mère, justement, ce qu'il se passe, c'est que vous allez abandonner tout ça. Hein. Ça agit un petit peu comme un déclic. C'est comme ça. Quand est-ce que vous quittez? Oui, ça agit très fort comme un déclic. Qu'il y a une vie qui n'est qu'à soi. Et cette vie-là, il faut la vivre pleinement. Donc, je me retire assez vite, oui. Et on vous retrouve comme ça?
Oui, oui, effectivement, ça s'aggrave, les cheveux encore poussés, les cheveux encore poussés. Là, c'est je dirais, la période assez désinvolte où à la fois je me marginalise et en même temps je suis partout dans Paris. Je zone, comme on disait à l'époque. Vous ne vivez plus à la maison, hein? Vous non, vivez chez les uns, chez les autres. Oui, je vis comme beaucoup de gens le faisaient de ma génération, et des gens nous hébergeaient dans Paris, des gens qui étaient parfois des adultes assez prestigieux, nos professeurs parfois, des philosophes, des intellectuels connus. Et vous vivez en dehors du foyer familial, parce que dans le foyer familial, alors j'ai matérialisé cela comme ça. Il y a désormais le père seul et les frères. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça se passe pas bien du tout entre ces deux parties. Oui, il y a un problème de génération. Bon, il avait quand même une forme d'autoritarisme naturel, pas excessif, pas fanatique, mais qui lui faisait penser que il avait pour nous la bonne solution, les bonnes orientations, et il commence à voir arriver des gens qui, dans l'après 68, ne veulent plus du tout de ce que lui souhaite pour nous. Ce qu'il souhaitait pour nous, c'est les grandes écoles. Il veut une grande école pour Pierre. Pour Pierre, voilà, qui est brillantissime, qui est brillant, qui est fait pour intégrer Polytechnique, comme notre grand-père André Tourkine et comme notre oncle Milou Tsoukarel. Oui, bien sûr. Oui. Sauf qu'il ne répond pas vraiment aux attentes, parce qu'il est un peu marginal, lui aussi. Et alors, il manque Polytechnique d'un doigt, parce qu'il passe le concours en mai 68. Mauvaise idée, donc il est troublé quand même par tout ce qui se passe. Et finalement, le vent de 68 entre dans sa espèce de chambre, dans sa turne où il travaillait obsessionnellement, et le détraque. Et là commence une chose très douloureuse pour nous tous et pour moi, parce que le processus va aller très très loin, et puis Pierre est déclaré schizophrène à l'âge de 22, 23 ans. Il y a cette schizophrénie de Pierre, et puis il y a Philippe aussi, qui est, on peut dire, même un peu différent, parce que Philippe est homosexuel, et ça, votre père va avoir beaucoup de mal à l'encaisser aussi. Oui, c'est pas facile, c'est même un rejet, un refus, je veux pas en parler. Ma mère avait eu le temps d'accepter, comme elle avait une très grande complicité avec Philippe, ça s'est très bien passé. Avec mon père, ça s'est beaucoup moins bien passé. Et je dirais, chaque garçon, du coup, a présenté un cas comme ça, et en s'en suivi une confrontation avec les 4 garçons, l'un après l'autre. Ouais. Mais ça va même aller encore plus loin, parce qu'il va y avoir un véritable drame, c'est que vous allez perdre votre frère, Pierre, qui va se suicider. Pierre se suicide, justement. À 29 ans. Il saute par la fenêtre dans l'hôpital psychiatrique où il est. Ah, là, c'est extrêmement poignant, et c'est rude, oui. Là, je vois que la vie est très rude. C'est rude pour tout le monde. Et vous, la consolation, c'est lui? Oui, alors ça a été une histoire très importante pour moi. C'est juste après la mort, le suicide de Pierre, qui m'a laissé sur le carreau. Je rencontre Jacques Fieschi, dont le père était corse, installé en Algérie française, et qui me sauve, je pense, oui, qui me sauve, parce que c'est une relation très forte, c'est une relation d'amour très forte, et il me redonne confiance dans la vie, il me redonne goût à la vie, parce que là, il y avait quand même l'impression, c'était dur quand même, perdre sa mère, perdre son frère aîné suicidé, voir la mort comme ça. Et peut-être ce qui a été le plus dur, c'est que Pierre est parti en laissant vraiment rien. C'est-à-dire qu'il y a eu 3 pullovers avec juste son nom imprimé, comme on faisait à l'époque quand on envoyait ses enfants en colonie de vacances. Pierre Arnaud, il y avait ça. Il y avait son nom dans des centaines de livres que j'ai gardés de façon quasi pieuse. Et mon père, gêné d'avoir eu un fils fou, a détruit tous ses manuscrits, parce qu'il écrivait aussi. Donc il n'était rien resté. Pareil aussi, votre homosexualité, votre papa, c'est aussi... Ça Alors, va être rude aussi pour lui. Oui, c'est rude. Il a 2 fils. Oui, ça fait beaucoup. Ouais. Ouais. Alors du coup, je l'épargne, je lui dis rien. Il sait tout, je ne cache rien. Il vient chez nous, mais je lui dis, le mot n'est pas posé. Et ça se passe mieux. C'est mieux comme ça. Oui, parce que je pense que je le comprends pour des parents de cette époque-là. Aujourd'hui, ça a encore changé. Ça se discuterait autrement. Mais ça passe, et bon, et donc il peut avoir l'impression, et puis finalement d'ailleurs il ne s'est pas tant trompé que ça pourrait aussi changer, que c'est peut-être pas définitif. Donc ça, je le laisse vivre comme ça. Je trouve qu'il a déjà eu son compte entre un suicide, un aîné homosexuel, ça faisait beaucoup, et une femme qu'il adorait, qu'il perd. Donc vous l'avez ménagé un petit peu. Ouais.
Et surtout, vous faites quelque chose, on voit que vous vous êtes coupé les cheveux. Oui. Ce Jacques Fiès qui vous remet un petit peu dans le droit chemin, parce que vous reprenez des études universitaires que vous avez complètement abandonnées. Ouais. Vous vous révélez très bon. Et donc, même, ça va jusque-là, c'est que vous écrivez ça. J'écris un livre... sur Chamfort. Chamfort, qui est sur... Que vous dédicacez à Pierre. À Pierre. Qu'on voit là. Ouais. Très, très important, ça. Mais, schizophrène qui s'est suicidé. Il s'est suicidé et il a une double personnalité, Chamfort. Je dirais que ça ne va pas jusqu'à la schizophrénie, mais il y a une double personnalité. Ce livre, votre autre frère, Philippe, l'aime beaucoup. Il dit que c'est un grand livre et il en parle à des gens qu'il connaît, parce que votre frère, on va avoir l'occasion d'en parler de Philippe, bien sûr, est lui aussi brillant, il connaît du monde. Et grâce à cet entre-gens, ou pas, je ne sais pas, vous vous retrouvez là en tout cas. Je me retrouve à la Villa Médicis, qui est, bon, évidemment pour moi un endroit extrêmement marquant. D'abord, c'est un très très bel endroit. Vous écrivez un livre, vous commentez un livre, là-bas, Le Caméléon, qui reçoit un prix. J'ai reçu le prix Féminin du premier roman. Oui, là, il y a un moment... bon, je pense qu'il y a... Alors, je sais pas s'il y a... Je pense pas qu'il y ait de justice dans la vie. Il y a en tout cas certainement pas de justice immanente. Mais disons qu'il y a une espèce de compensation. Là, je sens qu'après les épreuves très très dures que j'ai connues, je retrouve quelque chose de solaire de la vie, parce que c'est Rome, parce que la Villa Médicis, c'est un palais, on est gâté, c'est quand même... On peut pas être plus gâté qu'un pensionnaire à la Villa Médicis. On n'a aucune obligation, on est logé, nourri, payé, on fait ce qu'on veut, on n'a aucun compte à rendre. Et pourtant, Claude... Ça, c'est le golfe de Porto. C'est l'endroit où mon frère Philippe fait un voyage avec un garçon dont il est amoureux au mois d'octobre 1996. Et Philippe se baigne. La mer commence à être un peu agitée. Il demande à son ami d'aller chercher une serviette dans la voiture. Et quand l'ami revient, il n'y a plus de Philippe. Il y a juste ses vêtements sur cette plage admirable de beauté. Donc ça revient, voilà, il y a une sorte de... Il y a la tragédie qui revient, il y a quelque chose qui... La fatalité, je ne sais pas comment dire ça, mais évidemment je le vis de façon très, très dure. Et j'ai... Alors le corps n'est pas trouvé, donc on peut tout imaginer. Évidemment j'appelle ma famille. Fifi, l'épouse de Milou, me dit, tu sais, Claude, le golfe de Porto, en général on ne les retrouve pas. J'entends ça au bout de 3 heures, donc Bon... Je m'attends au pire, et le pire arrive. On n'a jamais retrouvé le corps de Philippe, et bon, ben voilà, il a disparu en Méditerranée. Alors, toutes les hypothèses ont été faites, parce que ce garçon dont il était amoureux ne répondait pas entièrement à ses sentiments. Lui-même a fait toutes les hypothèses, suicide, disparition volontaire. C'est resté quand même... C'était difficile, ça faisait beaucoup, Et surtout que vous découvrez aussi qu'à cette période-là, justement, votre frère, il vit quasiment dans la clochardisation. En plus, on ne retrouve rien non plus pour lui, si ce n'est quelques écrits, encore une fois. Oui. Mon frère, en fait, ne jetait plus rien, et les choses s'accumulaient, que ce soit la nourriture, les battes de dentifrice, les savons. C'était une vision extrêmement impressionnante d'un abandon de sa vie privée, physique, corporelle. Ça, c'était très, 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 très douloureux. J'ai senti là qu'il y avait un malheur, c'est difficile à... Et encore une fois, et Claude, il y avait aussi des écrits aussi. Lui aussi écrivait. Lui aussi avait un roman inachevé. Lui aussi avait des... sinon un roman inachevé, en tout cas un journal que j'ai toujours en ma possession, que j'aimerais éditer un jour, parce que c'est quelqu'un qui avait une écriture absolument exceptionnelle. Et donc à partir de ce moment-là, justement, vous dites... Maintenant, je vais écrire pour mes frères, en fait. C'est là. Alors, je vais écrire pour eux, ouais. Là, il est sûr que je me sens... Déjà, il était clair qu'il y avait quelque chose de ça dès le départ, dès le suicide de Pierre. Mais après cette mort terrible, là, ma détermination est encore redoublée. Et je me dis, j'irai jusqu'au bout, je ferai les livres qu'ils n'ont pas pu ou voulu faire. Je suis en charge, voilà. Je suis en charge de cette fratrie-là et de son rapport quand même fou à la littérature, parce que c'était... Je pense que pour nous, ça a été comme un substitut de religion, d'une certaine façon. C'est pas une foi, mais c'est ce qui donne le sens à notre présence sur Terre. C'est ce qui donne vraiment... Et là, je suis habité de ce point de vue-là, oui. Ça, je suis... Ah ben, on va voir ce que ça va donner, justement, hein, cette habitation. Ah, venez, on va dans une autre pièce.
Dernière pièce, Claude. Et on va voir un petit peu... Eh bien, on va voir un petit peu des surprises derrière chaque écran. Moi, ça n'est pas trop, hein. Voilà. C'est depuis que... C'est votre foi, c'est le résultat de votre foi. Voilà, j'ai fait une biographie de Cocteau, après la biographie de Chamfort, qui m'a valu beaucoup de bonnes choses. D'où est sorti d'ailleurs, ça c'est, on peut dire, le navire amiral, une petite estafette qui est le Proust contre Cocteau, qui m'a valu aussi beaucoup de bonheur. Qui dit-je en nous, qui est intéressant, ça. Une chose justement sur l'identité. Sur l'identité, voilà. C'est vraiment votre oui, interrogation. C'est vraiment l'interrogation, hein. C'est vraiment capitale. C'est central. Et oui, on pense avoir une identité comme une chose un peu comme comme un héritage, un meuble. En fait, c'est une construction permanente, c'est une invention permanente. Alors, dans cet essai qui dit genre nous, je me suis beaucoup intéressé à des gens qui sont allés loin dans l'invention, que ce soit dans la réinvention de soi, dans l'imposture aussi, dans et certains espions aussi qui ont mené des vies doubles. Tout ça m'intrigue. Alors, il y a évidemment, vous avez compris, ce fond de schizophrénie, cette aptitude quand même à être ceci et cela. Oui, c'est quelque chose qui me touche, oui, parce que je pense que j'en suis là. Et puis il y a quelque chose qui me touche, on l'a compris. Et vous avez ce privilège, c'est de pouvoir rendre hommage. Alors ça a été un livre capital. Effectivement, j'ai rendu hommage à mes deux frères aînés. Très grand livre, ça, hein, Claude. Merci. On finit avec La gorge nouée, effectivement, qu'as-tu fait de tes frères. Vraiment un bon livre. Et d'ailleurs, vous dites, je ne sais pas si dans ce livre ou si c'est quand je vous ai appelé avant de venir, les briques que vous aviez sur vos épaules avec ce livre, ça se sont transformées en plumes. Ouais. Ça a vraiment été peut-être dans ma vie le livre le plus presque miraculeux. Tous ces morts que j'avais accumulés, dont j'ai parlé, se transformés, je dirais pas en anges parce que je n'ai pas cette croyance-là, mais ça s'est allégé et ils sont redevenus vivants. Ma mère, mes deux frères... tout ça a redonné de la vie, des gens les avaient connus, j'ai reçu des témoignages très, très touchants sur mon frère, des témoignages bouleversants, des gens qui avaient été avec lui au lycée, qui étaient impressionnés par lui, et qui m'ont amené plein de détails que je ne savais pas de lui, parce qu'il était mon aîné de 7 ans. Entre autres, qu'il savait tous les noms des familles qui avaient été anoblies par l'empereur, donc sous l'Empire. Donc il les connaissait par cœur. Ça c'était... Mes frères aînés étaient un peu des monstres de ce point de vue-là. Ils avaient une mémoire fantastique. Bon, j'étais bien formé. Livre miraculeux, mais il va y en avoir un autre de livre miraculeux, quand on va parler de la Corse. Parce que la Corse, c'est quand même une histoire entre elle et vous, avec des hauts et des bas. Et on va commencer avec les bas. Approchez-vous un petit peu, si vous le voulez bien, Claude. Et ça, on peut dire que c'est peut-être un bas. Le jeu des quatre coins, c'est un de vos premiers romans. Oui, c'est le deuxième. Qui n'a pas marché. Non, ça n'a pas été facile. Et surtout, vous abordez l'homosexualité en Corse. Ouais. Et ça vous a rappelé, en fait, vous, quand vous veniez en Corse et que vous n'étiez pas vraiment bien accueilli finalement avec cette façon de vivre. Alors cette façon de vivre-là, voilà, a été compliquée, c'était pas effectivement toujours bien accueilli. Comme toujours, d'ailleurs, c'est un système à double prise. Vous savez que, vous soupçonnez que, et donc vous êtes sur la défensive. Donc être sur la défensive, c'est jamais non plus la bonne façon. Donc il y avait quand même ce moment, oui, où la Corse est devenue un pays difficile à cause de cette sexualité. Aussi à cause des événements. Oui, parce que vous n'allez plus y venir à un moment en Corse. À un moment, vous avez dit cette Corse, vous ne pouvez plus la voir, quoi. Clairement. À un moment, j'ai eu vraiment un problème. Un rejet, en tout cas. Et surtout, il y a eu ça aussi, cette maison de Soucarel qui avait été plastiquée, qui a été vendue suite à la mort de votre grand-père, où vous n'aviez plus d'endroit où venir, finalement, aussi en Corse, à un moment. Ça a été aussi important aussi. La mort de mon grand-père, donc à 106 ans, doyen de la Corse, plus vieux poilu corse vivant, auquel j'étais extrêmement attaché, qui était un homme merveilleusement intelligent et lumineux, Tourquine, donc lui. Mais une fois qu'il meurt, je n'ai plus d'endroit à moi où dormir. Donc je suis presque comme un pinsout qui arrive. C'est pas agréable. C'est pas obligé d'aller à l'hôtel. Obligé d'aller à l'hôtel, c'est pas agréable. Donc il y a un moment de flottement où je me sens pas très bien. Il y a évidemment la confrontation politique et évidemment notre famille était particulièrement visée. Donc il y a eu le plasticage de cette maison familiale à Sainte-Lucie-de-Mercourio. Donc il y a un moment où ça faisait beaucoup de tension quand même. Et surtout, je n'avais plus je sentais plus ma place. Voilà, je n'ai plus senti ma place.
Et ben, ça s'est... Et il y a eu un autre livre miraculeux, peut-être. Il y a eu un autre livre. Est-ce que je me trompe? C'est celui-ci. Le mal des ruines. Est-ce qu'on peut dire que c'est livre miraculeux ou pas? Parce que là, vous dites justement ce malaise, vous racontez un petit peu tout ça. Il y a une récompense. Ce livre, vous êtes enfin, peut-être pas enfin, mais prophète en votre pays aussi. Le prix du mémorial que vous venez de recevoir. Que je viens de recevoir. Donc ça fait plaisir. Ça fait extrêmement plaisir. Ça me fait extrêmement plaisir. Et je reviens régulièrement en Corse, dans le Cap, je vous l'ai dit, où je suis, je dirais, particulièrement heureux parce que c'est une espèce de condensé pour moi de la Corse, avec en plus les deux mers, tyrrhénienne et méditerranéenne, l'Italie tout proche et une ouverture, voilà, je dirais, qui est précieuse. On va venir cet écran avec ça, parce que moi j'ai trouvé ça magnifique. On l'a vu tout à l'heure en début d'émission, Sandrine ou la jeune Corse sans sépulture, et il y a « Pour mon cher petit-fils, Claude Arnaud, en souhaitant qu'il devienne, qu'il écrive un jour beaucoup mieux que sa mamone, et que sa mamone, les beautés de notre île natale et d'autres merveilles dans le pieux souvenir de nos chers disparus. » Donc, vous voyez que c'est... Vous avez réalisé il y a une longue traîne, voilà, il y a une sorte de programme... alors, pas programmé, hein, je n'étais pas programmé pour faire tout ça, mais quand même, et c'est moi qui avais rédigé la notice nécrologique dans le Corse Matin quand ma grand-mère était morte. Donc, c'était une des premières choses qui a été imprimée, que j'ai écrite. Donc, il y a une espèce de, je vous ai depuis le départ, une sorte de filiation, un fil invisible qui nous réunit à travers l'écriture. Peut-être c'est ça notre singularité, je dirais. Et une autre singularité qui est la vôtre, ce sera le dernier écran. C'est ça? Alors ça, c'est Geneviève avec qui je vis, et Geneviève est haïtienne, et c'est une personnalité lumineuse, radieuse. C'est une femme? C'est une femme. C'est une femme, Claude. C'est une femme. Votre père, il avait eu cette intuition, alors? Il avait la bonne intuition, ou c'est pas important que ça soit une femme ou un homme? Geneviève, c'est un pur principe de vie, et je dirais que pour quelqu'un qui écrit, ça va au-delà de la sexualité, ça. C'est-à-dire que vous écrivez, c'est quand même une espèce de réclusion. Votre corps n'est pas à la fête, il est nié. Vous êtes seul quand même pendant des heures par jour. Et je pense que l'idée d'avoir rencontré quelqu'un qui est un pur être vivant, qui vit vraiment le moment, tous les moments, sans hiérarchie, est quelque chose dont j'avais besoin. Une vie permanente, jamais... c'est quelqu'un de miraculeux, j'arrête là, parce qu'après je vais être... Non, mais c'est un bel hommage. Mais c'est quelqu'un de totalement vivant. Et je dirais qu'évidemment, un écrivain, c'est à la fois quelqu'un qui doit être très vivant, mais dans les pages qu'il écrit. Après, il sort de là, il est un peu parfois comme un zombie. Je ne dis pas que je suis... Il redonne vie. Voilà, il y a quelqu'un qui réinsuffle de la vie, et c'est... C'est salvateur. Bon, c'est merveilleux, oui, c'est salvateur, oui, absolument. Eh bien, merci en tout cas, Claude. Nous avons fait partager toutes vos vies, parce qu'effectivement, il y en a eu des vies là, dans ces 30 minutes. Il y en a encore d'autres. Eh ben, j'imagine, parce qu'il y a encore d'autres livres, bien sûr. Venez, mettez-vous à côté de moi. Oui, on finit. Sûr, vous savez, il y a un geste pour finir. C'est fini, il faut toujours immortaliser. Okay. Toujours immortalisons. Merci infiniment, Claude. À une prochaine. Bien sûr. Tout simplement. Bien sûr. Au revoir. Je serai là.